elle chante en pyjama avec son verre de vin. La petite danse de Hugh Grant, Anaïs. Oh oui, on sent qu'elle a été bercée et biberonnée au Prince Claude. Oh, tu le connais pas? Je trouve que c'est dans les scénarios les plus simples qu'il y a les meilleures histoires en fait. Bienvenue dans Pop Thérapie, le podcast où on retrace la pop culture à travers ce qui nous a construites, fait rêver, parfois pleurer et surtout beaucoup trop rejouer certaines scènes dans nos têtes. Je suis bien entendu toujours accompagnée de mon acolyte Elvin. Hello à tous. Et aujourd'hui, on s'attaque à un monument du cinéma doudou. Vous savez qu'on adore les films doudou et c'est les comédies romantiques. Des classiques absolus de la fin des années 90 et des années 2000 à la grande renaissance Netflix des années plus récentes, on va remonter le fil de nos rom-coms préférés, année par année, les histoires d'amour impossibles, les faux couples qui finissent par tomber amoureux, les héroïnes maladroites qu'on adore, les scènes sous la pluie, bien entendu, les déclarations grandioses, les BO qu'on connaît tous par cœur, tout y passe. Et l'idée, ce n'est pas juste de résumer les films, mais c'est de parler de ce qu'ils racontent de nos époques, de nos fantasmes amoureux, de nos standards romantiques et de notre culture pop. Évidemment, on va aussi vous partager nos scènes les plus marquantes, nos personnages préférés, nos crushs, les musiques iconiques et nos avis personnels sur chacun des films qu'on va nommer aujourd'hui. Je laisse Elvin ouvrir le bal avec la première rom-com. Oui, et on démarre plutôt très fort, je trouve, avec un des films que moi j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours autant à l'heure actuelle, et je crois que toi c'est pareil. Oui. Et évidemment, on va parler pour démarrer de 10 bonnes raisons de te larguer. Donc là, on est toute fin des années 90 parce qu'on est en 1999 avec un casting qu'on n'oublie pas, Heath Ledger qui joue le rôle principal aux côtés de Julia Stiles. Et on a également Joseph Gordon-Levitt, qui était encore tout bébou à l'époque. Donc, Oui. pour vous expliquer rapidement, ça se passe dans un lycée américain. C'est l'histoire de Cameron qui veut séduire Bianca, mais le père de la jeune fille impose une règle. Elle ne peut sortir que si sa sœur Kat, qui est beaucoup plus rebelle, a elle aussi un petit ami. Donc tout un plan se met en place pour rapprocher Kat du mystérieux Patrick. On est sur un scénario qui est pour le coup très enemies to lovers, le côté très culte des lycées américains, etc. Moi, j'en garde un excellent souvenir. Je trouve que ce film est hyper frais et je trouve qu'il ne vieillit pas. Malgré le temps, malgré le décalage quand même, on parle quand même de ça. Bon, ça fait 27 ans, on va vieillir un petit peu, mais quand même. 27 ans qu'il est sorti et je le regarde toujours avec mes yeux d'adolescente. Pareil, je crois que je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être genre 2-3 mois, dans ma période un peu où je me refaisais les films des années 90-2000. C'est toujours aussi sympa à regarder. Moi, ce film me fait beaucoup rire. Il y a des scènes que je trouve vraiment super drôles qui m'ont bien marqué. On a tous en plus en tête. Je pense que même ceux qui n'ont pas vu le film ont vu cette scène culte où Patrick chante dans les gradins du lycée la chanson Can't Take My Eyes Off You avec toute la fanfare et tout pour attirer l'attention de Kat. Enfin, cette scène-là, elle est tellement mythique. Mais même, comme tu dis, je trouve que ça a pas mal vieilli pour le coup. Bien entendu, on les voit avec, ils s'appellent au téléphone fixe, etc. Oui, il y a forcément un écart générationnel au niveau de la mode des vêtements, au niveau de la technologie, etc. Mais dans l'histoire, dans la façon dont les personnages évoluent, dans l'écriture du film, etc., je trouve que c'est quand même encore super regardable, quoi. Ouais, j'ai pas été gênée quand j'ai regardé le film ou autre. Je passe toujours un bon moment. Alors, c'est pas un des films vers lequel je me tourne automatiquement quand je me dis, ah, j'ai besoin d'un peu de réconfort, etc. Mais il m'arrive au moins de le regarder une fois par an, quoi, facilement. Et c'est toujours un film où t'auras le smile à la fin. Je te rejoins totalement là-dessus. Grave d'accord. Et je te laisse enchaîner, toujours dans les années 99, Anaïs. C'est le mythique, je dirais le cultissime Grave. Coup de foudre à Notting Ending. Je pense que rien qu'avec le titre, vous voyez déjà le casting. On a Julia Roberts, on a Hugh Grant, on a Ricey Fans. On est sur un propriétaire d'une petite librairie londonienne qui rencontre par hasard la plus grande star de cinéma. Malgré leur univers radicalement opposé, une romance improbable va naître entre eux. C'est un film que j'ai découvert avec ma mère. En fait, je pense que je l'associe plus à une certaine nostalgie. Tu vois, genre, ça me ramène vraiment à la Anaïs qui a 8 ans à l'époque. Alors, je pense que je l'ai pas vu en 99, je l'ai vu un peu plus tard.
il y a des scènes plutôt iconiques. Puis on a aussi ce duo d'acteurs qui ramène quand même à une époque bien particulière. Pour le coup, là, je trouve que la nostalgie, elle marche aussi très fort avec ce duo-là de Hugh Grant Oui. et de Julia Roberts, qu'on voit un petit peu moins dans les écrans maintenant, bien qu'ils fassent encore des petites choses, mais c'est vraiment des acteurs qui tournaient beaucoup à cette époque. Et je trouve que c'est vraiment un style de film qui va avec d'autres films qu'on citera plus tard, genre le prochain. Oui. Genre Mais clairement je le les mets prochain. Ouais, voilà, je les mets dans le même panier, donc c'est vrai que ça ramène à cette époque un peu doudou à ce niveau-là. Mais Ouais. c'était vachement la mode à l'époque des enfin les comédies musicales, les comédies romantiques, parce qu'il y avait Coup de foudre à Martinique, on a eu Quatre mariages à un enterrement, d'autres Ouais. films qu'on va citer dans nos listes. Et c'est vrai que souvent il y avait Hugh Grant et Julia Roberts, Bah, c'est souvent. vrai que c'est des gens qu'on a vu pas mal, ouais. Je sais pas si toi ça te fait pareil, mais moi je les associe vraiment aux comédies romantiques. Ah oui, oui, complètement. Alors, Julia Roberts, un peu moins parce que je l'ai vu dans beaucoup d'autres films, un peu plus variés que juste les comédies romantiques, mais Hugh Grant, je crois que je l'ai pas vu dans beaucoup d'autres films où il a un rôle différent de ce qu'il fait dans toutes les rom-coms. Ouais, bah pareil. En Angleterre, c'était leur acteur, enfin c'était mon Ryan Gosling quoi à l'époque. Ah oui, de fou, hein. Donc forcément, dès qu'il pouvait le caser dans une comédie romantique, il le faisait. Moi, j'aime beaucoup Hugh Grant, je trouve qu'il a beaucoup de charisme à l'écran, etc. Donc ça me dérange pas du tout physiquement, c'est pas du tout mon délire, mais je comprends pourquoi les femmes sont attirées par lui. Quand tu revois sa filmographie, il y a vraiment que des trucs un peu de romance, hein. Je crois que peut-être Majoritairement, ouais, 70% de son catalogue, c'est des comédies romantiques. c'est clair. Si tu veux, je te laisse le prochain parce que je sais que c'est un de tes films préférés. Fais-toi plaisir. Et le prochain, c'est sans surprise le journal de Bridget Jones, qui est sorti en 2001. Et il a été suivi par trois suites. On a eu L'âge de raison, Bridget Jones Baby et Folle de lui. Un casting tout aussi culte. Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant. Encore, il est là. Il est partout. Pour vous résumer, c'est l'histoire de Bridget, qui est une trentenaire célibataire et maladroite, qui décide de reprendre sa vie sentimentale en main, mais se retrouve prise entre son patron hyper séduisant, qui est Hugh Grant, et un avocat aussi froid qu'attachant, qui est Colin Firth, et qui est un ami de la famille, il me semble. Oui, c'est ça. On est sur un type de scénario qui me plaît particulièrement. Un triangle amoureux. On a aussi la trope héroïne Messi, donc vraiment héroïne maladroite. La vie de célibataire. Et dans les années 90, c'était pas Pas aussi aussi autant fun que normalisé. maintenant. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, passé 30 ans, si t'étais pas marié avec un gosse, t'étais déjà une vieille fille, quoi, en gros. Ouais, clairement, oui. Alors que moi, je me rappelle quand je regardais Bridget Jones petite, j'avais l'impression qu'elle était très âgée du tableau qu'on en faisait. Et là, je suis à un âge où j'ai l'âge de Bridget Jones, en tout cas dans le 1, et j'ai l'impression que bah, Bridget Jones est toujours plus vieille que moi malgré tout. J'ai Eh pas bien, l'impression d'avoir la vie de Bridget Jones. Et pourtant, je suis célibataire et je chante aussi toute seule dans mon salon. Et je suis très Messi comme célibataire, hein, mais j'ai quand même l'impression que Bridget Jones, elle a été plus vieille fille à l'écran que ma vie. Ou alors vraiment, je suis en gros déni sur moi-même. Mais bah, il y avait plein de trucs qui faisaient que ça la dépeignait un peu comme une vieille fille. Il y avait l'histoire de la gaine, de la culotte gaine. oui, c'est ça, ouais. La pression des Euh, parents sur le la pression mariage. des parents sur ouais, comme tu dis, sur le mariage. Elle fait très, enfin, ou alors vraiment les générations ont changé, mais elle fait très adulte Oui, c'est pour vrai. une trentenaire. Là où nous, actuellement, On voilà, ressemble encore à des ados, quoi. on a encore nos Converse et nos jeans. Là, il y a un vrai écart de génération à ce niveau-là, ouais. Mais pour autant, moi, pour le coup, Bridget Jones, c'est vraiment un film, c'est un de mes films doudou et je peux me les refaire au moins deux, trois fois dans l'année sans problème. Ah oui, non, moi j'adore. J'adore Bridget Jones. Le 3 m'a peut-être un peu moins parlé que les autres, mais même le 4 que je suis allée voir un peu à reculons au cinéma, je l'ai trouvé quand même bah, vachement bien et vachement touchant malgré tout. Et c'est Oui. toujours trop cool de les voir, surtout que les suites se sont suivies sur pas mal d'années. Il y a eu quand même beaucoup d'écart entre tous les films. Et je trouve que c'est toujours super agréable de les retrouver et de les retrouver en plus en grandissant à des âges différents avec les acteurs qui ont vieilli en même temps que les films. Donc je trouve que c'est chouette, ça garde une connexion depuis bah, les années 2000 jusqu'à maintenant. Et je sais pas toi, Elvin, mais je trouvais aussi que ça apportait une vision un peu plus réelle des filles
Parce qu'on a quand même Bridget Jones qui est hyper maladroite. Il lui arrive toujours un peu des galères. Elle est jamais trop apprêtée non plus, je trouve. Dans les années 2000 où on était vraiment dans une ère un peu très fashion, on avait quand même des icônes comme Paris Hilton et compagnie. Et je trouve que ça faisait du bien aussi de... Enfin, moi, je l'ai redécouvert ça plus tard, mais je trouvais que ça faisait du bien de voir une fille, on va dire... Alors, Bah, ça un peut peu plus paraître bizarre de nature, dire un peu ça. plus Ouais, c'est ça. ouais, bah de quelqu'un comme on le disait dans nos épisodes précédents auquel on peut s'identifier quoi parce que c'est vrai qu'en général on avait toujours même au niveau du casting masculin, on est sur des mecs qui sont alors c'est des icônes britanniques hein, les deux hein, sont des icônes britanniques, mais on est quand même sur des mecs un peu plus random avec du charme que des icônes de Ouais, mode. C'est pas des de fou. mannequins à proprement parler quoi, ils sont très charismatiques mais beaucoup plus Puis, accessibles dans la vie de tous les jours je trouve. bien entendu, on est sur une rom-com, donc il y a l'histoire d'amour est au centre, mais je trouve que c'est quand même une histoire plutôt réaliste. On n'est pas sur un truc en mode ils vécurent heureux, ils ont eu des enfants, tu vois, genre Non, on est quand même sur clairement. un truc un peu chaotique où voilà, il y a des défis. Bon, là en l'occurrence, il y a le triangle amoureux, mais même dans les autres films de Bridget Jones, c'est la vraie vie, quoi. C'est des vrais sujets de vie qui sont traités et je trouve qu'au final même ce qui ressort en tout cas du premier Bridget Jones, au-delà des histoires d'amour etc., c'est surtout elle par rapport à elle et à sa propre image et à la confiance qu'elle a en elle et comment elle se sent dans son corps. C'est ça en fait l'évolution même du film je trouve. Complètement. Pour ceux à qui ça parle pas, Bridget Jones, je suis quasi sûre à, allez, peut-être pas 100%, mais 90% de chances que vous ayez déjà vu une scène, la fameuse scène où clairement elle chante en pyjama avec son verre de vin, la musique de Céline Dion, All by Myself. Ouais. C'est une scène qui est devenue culte. En plus, je crois que dernièrement, il y a eu une espèce de reprise un peu sur TikTok où ça a été un peu trendy. Voilà. Si vous avez pas envie de vous prendre la tête, si vous avez un peu le moral dans les chaussettes, si vous venez de vous faire larguer, Aussi, ça marche très bien. Quel que soit votre état, vous regardez Bridget Jones. c'est Voilà. ça. C'est la réponse à tout. Pour le coup, celui-ci, comme Coup de foudre à Notting Hill, fait partie des gros cultes des rom-coms de cette période. Je sais pas si t'as eu ce ressenti, mais même encore aujourd'hui, je trouve qu'on a du mal. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal à trouver une rom-com avec les... Alors, ça peut paraître un peu cliché, mais avec les codes qu'on a connus dans les années 2000. Justement, on s'en garde quelques-uns un peu plus récents sous le coude pour plutôt vers la fin de l'épisode, qui reprennent justement ces codes-là. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup perdu. C'était vraiment quelque chose qui était très tendance, comme tu le disais, fin 90-2000. Ça a perduré jusque dans les années allez, 2010. Et puis après, ça a commencé à devenir vachement plus rare, vachement plus compliqué de trouver une rom-com dans le même esprit que celle qu'on a pu connaître, etc. Ça s'est un peu rarifié, ouais. Je vais te laisser enchaîner avec la prochaine. Toujours 2001, la même année que Bridget Jones. Et si c'était vrai? Comédie romantique, mais un chouïa dramatique quand même, parce que c'est quand même très touchant comme film, avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Alors Mark Ruffalo, moi c'est mon bisounours des rom-coms. Je l'aime ce garçon. Franchement, j'ai envie de lui faire des câlins à chaque fois que je le vois. Déjà, c'est un très bon acteur et en plus, il a toujours des rôles de mec, tu sais, touchant, un peu timide et tout, Ouais. très simple, un peu paumé même parfois. Trop envie de lui faire un câlin. Pour le résumer, donc, c'est l'histoire d'un homme qui emménage dans un appartement où apparaît le fantôme d'une jeune femme. Peu à peu, leur lien révèle un mystère qui est bien plus profond qu'une simple histoire surnaturelle. Donc, c'est plutôt marrant parce que lui, en gros, il achète un appartement et puis d'un coup, il voit cette femme et il comprend pas tout de suite que c'est un fantôme. Mais il se dit, bah, mais qu'est-ce qu'elle fout chez moi, celle-là? Et donc, au départ, c'est des discussions un petit peu plus dans la taquinerie, il veut se débarrasser d'elle, et puis elle est là tout le temps, elle réapparaît, enfin bref. Et au fur et à mesure, bah, il y a une complicité qui se crée entre eux. Même si on est sur effectivement un scénario plutôt fantastique, romantique, on reste dans tous les cas dans une grande histoire d'amour, comme on aime, avec des personnages super attachants, avec une BO qui est très sympa aussi. Et je me rappelle que ce film m'avait beaucoup marqué quand je l'ai vu. Je l'ai vu assez jeune, genre 13 ans comme ça. Mais je l'aime trop, je le trouve trop touchant. Il y a toujours le moment où je verse ma larme, même si je sais 1000 fois comment ça va se terminer. Mais toujours à la même scène, je pleure. J'aime trop ce duo. Et puis j'adore Reese Witherspoon. J'adore cette femme. Donc là, ça peut que marcher pour moi. C'est aussi l'adaptation du roman de, je sais jamais si c'est Musso ou Lévy, mais je crois que c'est Marc Lévy de Et si c'était vrai. C'est Marc Lévy. Tu fais bien de le préciser parce que moi, je vends le film comme une forcenée, mais c'est vrai que c'est quand même tiré d'un bouquin avant tout. Et il y a une suite si vous voulez. Il y aura pas, il y a pas de suite de film, mais il y a la suite du livre. De toute façon, tu vas pouvoir faire le prochain, parce que pour le coup, celui-là, je le connais pas. Oh, tu le connais pas? Mais je vais te le vendre comme jamais avant même de le vendre à nos auditeurs et nos auditrices. C'est à toi que je vais le vendre en premier. Un amour à New York, sorti en 2001, même année, vraiment grand cru l'année 2001 pour les rom-coms.
Serendipity en anglais, le titre. C'est avec Kate Beckinsale, John Cusack. Donc Jonathan et Sarah se rencontrent par hasard à New York pendant les fêtes et vivent une soirée magique. Déjà engagés chacun de leur côté, ils choisissent pourtant de laisser le destin décider s'ils doivent se revoir. Des années plus tard, à l'aube de leur mariage respectif, ils n'ont jamais oublié cette rencontre et tentent de se retrouver. Mais je trouve que même le résumé, il est assez faible par rapport à l'intensité du film. Elle, en fait, à un moment, il marche dans un parc et il tombe sur un bouquiniste. Et il y a son livre préféré qui est en devanture du bouquiniste. Lui écrit son numéro sur un billet de 5 $. Elle écrit son numéro dans un livre. Elle le revend au bouquiniste. Lui, il achète un livre et il donne son billet au bouquiniste. Et ils se disent, en gros, si un jour, toi, tu tombes sur le billet et moi, je tombe sur le livre où il y a ton numéro, on se retrouvera et on s'appellera en gros. Et donc, lui, dès qu'il va aller dans une boutique de livres, il va regarder s'il y a le livre préféré de cette fille avec son numéro écrit dedans. Donc, il va faire tous les bouquins à chaque fois dès qu'il passe devant un bouquiniste ou une librairie. Elle, dès qu'on lui donne un billet de 5 $, elle va regarder s'il n'y a pas le numéro du mec en question. Enfin, voilà. En fait, c'est un chassé-croisé. Et c'est le genre de film où tu vas rager tout le temps parce qu'ils vont être à 2 doigts de se voir et finalement, non, ils vont pas se croiser. Et ça va te tenir en haleine comme ça jusqu'à la fin. Et c'est beaucoup trop bien, Anaïs, mais c'est beaucoup trop bien. Celui-ci, c'est un petit bonbon. En plus, eux, ils sont trop choux tous les deux. Juste regardez-le. J'ai rien de plus à dire. Vous savez ce qu'il nous reste à faire, les amis? Il faut Oui, le regarder, ce que Elvin a dit qu'il fallait le regarder. c'est un ordre. Je vous l'impose. Et le prochain film, c'est Fashion Victim. Alors, on vient de se rendre compte qu'avec Elvin, peut-être que vous le connaissez sous le titre de Fashion Victim ou peut-être sous le titre de Sweet Home Alabama, qui est sorti en 2002. On a un casting plutôt sympa. Oh oui. Reese Witherspoon, Josh Lucas et on a Patrick Dempsey, Notre patoche aka, préféré. aka Docteur Mamour. Amour. Ouais. Ça fait vraiment partie des petits bonbons qu'avait dit Elvin. Oui. On est du coup sur l'histoire d'une créatrice de mode brillante qui retourne dans son Alabama natal pour finaliser son divorce, mais retrouve sur place ses racines et surtout son premier amour. Le scénario typique d'une rom-com, j'ai envie de vous dire, retour aux sources, ex-lover, choix de vie. La fille de la ville qui retourne dans sa campagne natale et qui retrouve un peu sa mif, tu vois, son premier amour, mais C'est qui ne ça. fait plus partie vraiment de cette vie-là parce qu'elle est devenue une fille de la ville. Enfin voilà. J'adore ce film. Les deux mecs sont très différents et moi j'aime bien les deux. Alors forcément, petite préférence pour le bad boy de la campagne, un peu cow-boy, etc. Josh Lucas, du coup, elle retourne à la campagne pour divorcer de son premier amour, Oui, Josh Lucas, pour pouvoir se marier c'est avec ça. Patrick Dempsey. Patrick Dempsey, c'est un peu l'homme d'affaires, un peu coincé, en costard tout le temps, etc. Donc le film est fait en sorte pour que on ait quand même un petit crush sur le mec de la campagne plus que sur Patrick Dempsey, même si les deux sont quand même très attirants, faut le dire. Oui, oui, oui. Dans le même registre, je l'avais un peu mis de côté, mais c'est le petit bonus, parce que ça me fait penser à ce film aussi. Il y avait Fashion Maman. Carrément. Alors on est un peu sur un retour aux sources, mais pour des raisons un peu plus dramatiques, parce qu'il me semble qu'elle perd sa sœur et du coup elle doit garder ses neveux et de là elle rencontre un mec, enfin voilà. C'est Mais du ça. coup ça m'a fait penser à ça aussi. Les films avec Fashion Maman ou Fashion Victim sont pas mal. Oui, Ben, je te laisse sur le prochain. nous avons bien sûr le grand classique de Love Actually qui est sorti en 2003. Et qui est dans le casting? Déjà, tous les acteurs anglais sont dans ce casting, mais on Oui, retrouve clairement. encore une fois Hugh Grant, encore une fois Colin Firth, Emma Thompson et j'en passe parce que vraiment on pourrait tous les citer. Je pense que tout le monde connaît Love Actually. S'il y a encore quelques personnes qui ne l'ont pas vu, l'histoire rapide, c'est à Londres, à l'approche de Noël. Plusieurs histoires d'amour qui vont se croiser. Donc, soit des relations naissantes, soit des mariages fragiles, soit un peu moins drôle, des deuils, des coups de foudre, des passions secrètes. C'est vraiment l'histoire de plusieurs personnages qui sont tous plus ou moins liés les uns aux autres par le biais de connaissances, etc. C'est le film de Noël, en tout cas, je pense, de beaucoup de gens. Je parle pour moi, je parle pour toi, je parle aussi, je pense, pour plein d'autres personnes. Oh oui. Et c'est vraiment la rom-com du début des années 2000. Hein. Celle-ci, tout le monde la connaît. Les scènes cultes de la pancarte, enfin les pancartes sur la porte pour faire une déclaration d'amour. All I Want for Christmas is You, on la connaît par cœur dans ce film. La petite danse de Hugh Grant, Anaïs. Oh oui.
BO incroyable. Ouais, la BO est folle. Pour ceux qui nous écoutent et qui collectionnent les vinyles, il y a une édition limitée qui est sortie pour la BO de Love Actually. Oh, bah ça, je Il vais est me le transparent noter. avec des petits cœurs paillettes. Ça a été une édition limitée. Alors, je sais pas s'il est encore dispo, parce que je l'ai pas commandé pour des raisons budgétaires, mais en tout cas, tous les ans, il y a une édition qui sort pour Love Actually. Bah c'est vrai que pour le coup, Love Actually, c'est le film qu'on met en avant pendant la Saint-Valentin et pendant Noël. Donc celui-ci, c'est jackpot, hein. Et pour moi, c'est un peu le prémisse des comédies qui sont sorties un petit peu après. On a eu Happy New Year, on a eu La Fête des Mères, C'est vrai. Valentine's Day, Ça reprend les mêmes codes de destin un peu croisés, de personnages qui se connaissent tous exactement un les petit mêmes. peu les uns via les autres. Exactement. En moins bien quand même, parce que je trouve que Love Actually, Ah c'est oui, vraiment clairement. le maître, hein. Mais pour moi, les Anglais sont vraiment très forts en rom-com quand même. Bah ouais, clairement. Les Anglais ont un Ah, talent. Je trouve qu'ils ont un truc en plus que les Américains n'ont pas. Je saurais pas expliquer comment exactement, mais c'est vraiment une atmosphère qui est différente. Et ils sont trop balèzes. pour le coup, Valentine's Day, c'est vraiment mon préf parmi les trois, on va dire un peu copié sur le modèle de Love Actually américain. Je suis d'accord. Est-ce qu'on Et ouais, enchaîne? eh bien oui, Alors, on enchaîne. Vas-y, Anaïs. avec Comment se faire larguer en 10 leçons. Et on a un casting 5 étoiles encore, hein. Et oui. Kate Houston, Matthew McConaughey. Un scénario plutôt classique, mais à la fois qui changeait pour l'époque. Parce qu'on n'est ni sur un retour aux sources, ni sur un triangle amoureux. Mission Enemies to Lover. Pour vous expliquer un peu le film, on est sur une journaliste qui tente de faire fuir un homme en 10 jours pour écrire un article. Et sans savoir que lui-même cherche à la séduire pour gagner un pari professionnel. Et elle va faire tout pour qu'il la déteste. Ouais, grave. Des trucs, mais moi je suis morte de rire devant ce film à chaque Ah fois. ouais, c'est une folie parce que elle vraiment son but c'est de faire les pires crasses pour se faire larguer le plus vite possible et lui pour gagner son pari, bah il va tout laisser passer pour prouver à ses copains qu'il a réussi à la séduire malgré tout. J'ai la scène du poker Du là où il poker. joue aux cartes et Ouais. elle arrive. Moi j'en rigole rien que de repenser à ça. Il y a un chien aussi à un moment, elle ramène un petit chien, je crois. Oui. Elle lui ramène un pauvre petit clébard dans l'appartement, enfin c'est une folie. Puis en plus, je pense qu'on a Oh, tous vu Kate Hudson dans sa magnifique robe jaune à la fin du film, qui est plutôt très culte, cette robe jaune. oui. La fameuse musique qui est vachement reprise sur les réseaux en ce moment, You're So Vain, celle-ci, elle est en train de répéter de nouveau sur TikTok, alors que bah, elle est quand même bien, bien ancienne. J'ai mal quand je lis la date de sortie. N'était que 2003, ça va, n'est qu'un détail. Ben, je te laisse faire le prochain parce qu'il y a un de tes chouchous dedans. Le prochain, c'est donc 30 ans sinon rien. On fait un petit saut d'une année plus tard, donc on est en 2004. Jennifer Garner et mon nounours Mark Ruffalo, et c'est vraiment dans ce film-là que j'ai envie de lui faire des câlins particulièrement. C'est l'histoire d'une adolescente de 13 ans qui se réveille mystérieusement dans son corps de femme, mais à 30 ans. Donc elle découvre sa vie d'adulte, elle comprend qu'elle s'est éloignée de tout ce qui comptait vraiment, et ça va tourner autour de ça justement, des peut-être de vouloir grandir trop vite quand on est adolescent et finalement passer un certain âge regretter la légèreté de la jeunesse, peut-être aussi prendre les mauvais chemins, prendre les mauvaises décisions. Et ça met surtout en lumière les secondes chances parce que l'avantage qu'elle a, c'est que bah elle a 13 ans dans un corps de 30 ans, mais c'est peut-être pas figé. Donc peut-être que d'avoir une vue sur cette vie-là, ça permet de prendre les bonnes décisions quand on a 13 ans et de choisir peut-être son Mm. meilleur ami doudou, le nounours, plutôt que le mettre de côté. En fait, ils sont un peu ringards, hein, c'est ça, quand ils ont 13 ans, ils sont considérés plutôt ringards. De vouloir... Il y a cette fameuse scène culte où Bah oui. elle va dans le placard. Oui, c'est C'est là ça, qu'elle parce qu'on se disparaît. moque Enfin, d'elle à sa propre fête d'anniversaire et elle va dans le placard, elle fait le vœu d'avoir 30 ans parce que elle regarde ses magazines de mode avec ses mannequins qui ont 30 ans et elle se dit que ça doit être trop génial. Et bam, son souhait se réalise. C'est une bonne morale que de se dire que finalement, ce qu'on voit sur des couvertures et ce qu'on pense d'une vie rêvée, et ça marche encore très bien à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux et Instagram, etc. C'est pas forcément ça qui nous rend heureux. je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, j'avais 13 ans quand il est sorti. Oui, moi je l'ai vu au cinéma. Ben, en fait, déjà, on avait l'âge de l'adolescente en question. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, je trouvais que c'était bien parce que, pour le coup, pareil, on met pas en lumière une espèce de meuf populaire, etc. Pour le coup, moi, j'étais absolument pas populaire à l'école. Il y avait un Le... peu ce truc, un peu de pouvoir me Ouais, reconnaître te dans ce reconnaître, ouais. personnage. Je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça parce que, pareil, ça fait vraiment partie de mes films doudou et j'aime bien, voilà, de temps à autre, me le refaire. Je trouve qu'il y a vraiment cette double lecture, comme tu disais au début, de tu peux très bien le voir quand t'es adolescent et ça te fait prendre conscience de certaines choses. Et quand tu le vois adulte, ça te ramène un peu à
à ce truc de c'est important de rester connecté à cette joie un peu immédiate, ouais, je vais dire joie Un peu immédiate, mais qu'on innocente peut même avoir en en... fait. Ouais, c'est ça. Bah, de garder aussi un petit peu le côté fun et léger d'une adolescence, même en étant adulte. Ouais, c'est ça. Puis même, moi, j'ai une attache émotionnelle avec ce film. Et je sais pas pourquoi, parce que je l'ai pas vu dans un contexte particulier, mais c'est vraiment une période de ma vie où je me sentais, tu vois, un peu complexée, parce que, bah, à 13 ans, voilà, on sait tout ce que c'est l'adolescence, hein, la puberté et compagnie. Ouais. Et je me souviens qu'il m'avait fait du bien, ce film. C'est très important et c'est, je pense, le cas de sûrement plein de jeunes filles qui ont vu ce film et qui se sont identifiées de la même façon que toi et que moi d'ailleurs aussi. Et je trouve que c'est encore très actuel. Oui, de fou. Je trouve que ça a pas mal vieilli pour le coup. Bah, non seulement ça a pas mal vieilli, et puis finalement les sujets traités dans ce film sont toujours les mêmes à l'heure actuelle. Bah, la vie rêvée qui finalement n'est pas si merveilleuse que ça, c'est peut-être même encore plus actuel maintenant. Vraiment, regardez ce film. De toute façon, tous les films qu'on vous donne là, il faut les regarder. Oui, obligé. Alors le Genre, si, prochain, en tu le plus, connais ou pas? eh bien, je ne connais pas le prochain film. Je l'ai vu, mais une fois, j'ai pas trop accroché. Et je me dis, il faudrait que je le re-regarde maintenant pour voir Je si pense c'est qu'il faut que vraiment tu ça. le revoies avec tes yeux d'adulte, ouais. Donc c'est effectivement Rencontre à Elizabethtown qui est sorti en 2005. Donc au casting, Orlando Bloom et Kirsten Dunst. Après un échec professionnel et personnel, un jeune homme en pleine crise existentielle part régler les affaires de son père décédé. Il rencontre une hôtesse de l'air lumineuse qui va changer sa trajectoire. De toutes les rom-coms qu'on va citer, celui-ci est un petit peu à part parce qu'on n'est pas tant sur le côté romantique du film, parce que bien sûr qu'il y a une histoire autour de Orlando Bloom et de Kirsten Dunst, mais c'est avant tout un film qui veut mettre en lumière les liens familiaux et qui fait prendre conscience que les gens qu'on a dans nos vies ne sont pas éternels et que c'est important de dire les choses au bon moment. Et voilà. Et ça met un peu en lumière tout ça. Donc c'est un film qui est pas super joyeux. Le fond est quand même relativement triste. Ça finit pas mal, je vous rassure. Vous n'allez pas pleurer à la fin de détresse, mais c'est vrai que c'est très touchant parce que bah, ça ramène Orlando Bloom repense aux souvenirs qu'il a partagés avec son père, etc., à toutes les choses qu'il aurait pu lui dire, à toutes les choses qu'ils n'ont pas faites. Donc je trouve que c'est un voyage initiatique qui est très personnel par rapport à nos liens avec la famille et à nos parents, etc., bercé par malgré tout une histoire d'amour plutôt touchante entre ces deux acteurs. Voilà. Et c'est un vrai road trip en plus. Je sais pas si t'aimes ce genre de film. Moi, j'adore ce genre de film. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Rencontre à Elizabethtown. Orlando Bloom veut partir sur les routes pour revivre des moments qu'il a pu vivre plus jeune avec son père. Et du coup, bah, il va de ville en ville. Enfin bref, je peux pas vous spoiler le film parce que ce serait vous donner trop d'infos et ça gâcherait un peu le plaisir. Mais il est vraiment très touchant et c'est un très joli film que je peux que vous conseiller de regarder. Toi, Anaïs, ça fera partie de tes devoirs. Ce que j'allais dire, je vais le mettre avec l'autre que je dois regarder. Bah, Un amour Et à New York, je sais que tu vas l'adorer, mais Rencontre à Elizabethtown, je pense, je sais pas si ça te plaira autant, mais je pense qu'en le voyant adulte, tu capteras peut-être un peu plus le côté psychologique et touchant du film. de toute façon, déjà, road trip, etc., c'est des trucs que j'aime bien, donc Et la BO est géniale. Et ça, c'est un bon voilà. argument de vente pour toi. Oui, tout le temps. Voilà, la BO est vraiment géniale. Et le prochain, il est culte aussi pour beaucoup d'entre nous, c'est The Holiday. Alors, on avance un peu dans le temps, on est en 2006. On a un casting culte, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. Juste ces noms-là, voilà. Déjà, on a 4 grandes stars, quoi. L'histoire est assez simple, mais l'ambiance du film, le lieu, la musique, c'est un film culte. Deux femmes blessées sentimentalement échangent leur maison pendant Noël entre Los Angeles et la campagne anglaise, où chacune finit par retrouver la confiance et bien sûr l'amour. Donc on est L'amour. vraiment sur des tropes un peu d'amour, de rupture, de reconstruction et surtout c'est une romance de Noël. Vous regardez Love Actually et ensuite vous regardez The Holiday. En Ah général ouais, c'est là, on les a vraiment combos les deux parfaits. cultes de Noël, quoi. Il est parfait du début à la fin. Tout, les décors, les lieux, l'idée du film, les acteurs, les binômes d'acteurs à l'intérieur sont Ouais, j'ai géniaux. exactement ce que j'allais dire. Les binômes d'acteurs, ils vont trop bien ensemble. Ouais, franchement, ils sont tous super touchants. Je trouve que les personnages sont hyper chouettes et pourtant tous très différents, mais ils ont tous une histoire très touchante. Et ouais, les binômes sont géniaux. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Ouais, moi non plus. Vraiment, avec Love Actually, c'est vraiment mon duo préf de Noël. Mais Noël étant passé, rien ne vous empêche de le regarder, hein, voilà. Oui, ça réconforte quelle que soit la saison. Et je vais enchaîner très vite avec le prochain parce que pour moi, il est un peu comme The Holiday. Oui.
On va passer en 2008 avec Le Témoin amoureux, avec un casting pareil très connu. Donc on a Patrick Dempsey, Michelle Monaghan. Le titre résume très bien le film. Un homme qui réalise qu'il aime sa meilleure amie au moment précis où elle lui demande d'être le témoin de son mariage avec un autre. J'adore ce film. Et en Je... plus de ça, on retrouve deux personnes de Grey's Anatomy parce qu'on a donc Patrick Dempsey et puis qui fait donc Docteur Mamour et on a celui qui joue Owen qui fait Oui, eh bah, oui, le futur mari. exactement. Et on a un paysage dingo en Écosse parce qu'une partie du film se passe en Écosse. Visuellement, moi je voyage avec ce genre de film, j'adore. Oui, moi aussi. Le scénario, vous allez vous dire, ouais, bon, bah, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas non plus the scénario, mais en fait, je trouve que c'est dans la simplicité qu'on fait les bons films. On a une histoire très simple, mais tous les ingrédients sont là. On a le rythme qui est là, les dialogues, parce que c'est un film qui est quand même très drôle. Il y a des scènes qui sont vraiment à mourir de rire. Patrick Oui. Dempsey est excellent dans son rôle. Michelle Monaghan, elle est belle, charismatique, drôle, elle est douce, enfin elle est parfaite. Et puis ben, on a le côté visuel avec des plans trop beaux, des lieux magnifiques, l'Écosse, les histoires de famille, le décalage de cette amitié qui voilà qui a évolué avec le temps, avec des sentiments, mais personne ne se l'avoue. Enfin, voilà, les ingrédients sont tous là, comme tu dis. Puis bon, j'ai envie de vous dire, je pensais que c'était un film américain, mais pas du tout. Et C'est bien entendu un anglais, film anglais. Donc c'est pour ça évidemment, que c'est bien. c'est les meilleurs. Et d'ailleurs, le Je- prochain, je- c'était un film anglais aussi. Que j'ai pas vu non plus. Donc je vais Oh, te laisser devoir, le Anaïs, présent. devoir. Je sors de cet épisode, j'ai une liste à regarder, quoi. Grave. Mais ça, tu vas adorer par contre. Dans le suspense, et ben, ce film, c'est Love Rosie. Donc là, on saute encore quelques années. On arrive déjà en 2014 avec Lily Collins, que vous avez tous découvert dans Emily in Paris. Mais voilà, elle a déjà commencé à faire des choses avant. La fille de Phil Collins. Et Sam Claflin, que vous avez pu déjà découvrir dans pas mal de films, dont Avant toi, avec Emilia Clarke. J'allais dire comédie romantique, mais effectivement, je pense qu'on est que sur romantique. On n'est pas du tout sur comédie. On est plutôt dans le drame romantique, je pense. Voilà, drame romantique. Mais pour revenir à Love Rosie, c'est l'histoire de deux meilleurs amis qui passent leur vie à se rater sentimentalement, malgré des sentiments profonds l'un envers l'autre qui persistent à travers les années, les villes et les relations. Je sais pas pourquoi ces deux-là, ils ont décidé qu'ils seraient pas ensemble. Ça se voit qu'ils s'aiment dès le départ, mais chacun fait sa vie l'un sans l'autre. On reste meilleurs amis. Voilà. Et donc ils vont Est-ce que tous. c'est un peu comme... alors, je pense que la fin est pas pareille, mais comme un jour? C'est un peu l'idée, ouais. Sauf que là, Un je bon crois qu'ils se argument pour connaissent moi. depuis. Ouais, très bon argument. Ils se connaissent depuis vraiment la petite enfance, si je dis pas de bêtises, dans Love Rosie. Un peu comme dans Normal People aussi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, tu m'as enlevé Voilà. les mots de la bouche. C'est des gens, J'adore ça. ils sont faits pour être ensemble et malgré tout, non, non, bah non, on va rester très bons potes. De temps en temps, ils se perdent de vue, puis ils se retrouvent et tout, mais ils continuent à aller se foutre avec d'autres personnes et ça peut durer longtemps comme ça. Je vous en dis pas plus parce que de toute façon, le but c'est de découvrir le film aussi. Mais c'est un film qui me fait de l'œil depuis un moment, mais comme je te disais, je le trouvais pas sur les plateformes, donc Et du ben coup, voilà, tu hop, tu uses de tes talents de petit pirate et pirate. puis je te laisse le prochain, Exactement. bien sûr. On a Easy Girl, que j'ai découvert avec son titre original. Moi, il me semble qu'il a été commercialisé sous Easy Hey, un casting aussi très connu. On a Emma Stone. Ça fait partie des premiers films où on l'a connu. On a notre fameux Penn Badgley Dan dans Gossip Girl. C'est ça. Ou encore l'acteur principal de You. On est sur un truc très teenage, hein, vraiment là. On est sur une lycéenne qui laisse circuler une rumeur sur sa vie intime pour gagner en popularité. Mais elle voit très vite sa réputation lui échapper. C'est une comédie romantique, mais ça aborde plein de thèmes aussi. Je dirais pas que c'est une comédie avant-gardiste parce que ça reste quand même très survolé, mais on traite quand même de la réputation d'une fille, sur le fait que coucher avec des garçons, ça fait tout de suite de toi une fille facile. Et en plus, elle surfe un peu là-dessus. Enfin voilà. Je me souviens avoir découvert cette comédie un peu au hasard. Pareil. J'avais passé un bon moment et je serais pas contre tu vois, quand je tombe dessus, je le regarde. Ouais, moi je crois que je l'ai vu qu'une fois. J'ai un peu ce ressenti de Easy Girl, de film un peu barjo, dans la même vibe que Lolita malgré moi. En fait, c'est un peu un mix, je trouve, entre le romantique et le truc un peu drôle. Un peu comme à l'époque où il y avait, parce que c'est un film qu'on aurait pu mettre dedans aussi, Marie à tout prix ou des choses comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. C'est la même vibe. On est plus sur le côté comédie que romance, mais il match quand même. C'est ça.
Et on a une musique très culte de Natasha Bedingfield, qui est une abonnée des comédies romantiques, dites donc, après avoir fait Tout Sauf Toi. C'est ça. Et là, il y a encore une musique dans Easy Girl de Natasha Bedingfield qui est Pocket Full of Sunshine. Voilà. On revoit tous ces Stone en train de chanter sous sa douche comme une folle. Exactement. Et le prochain, je te le laisse parce que, encore une fois, je crois qu'il ne me dit absolument rien du tout. Eh ben, devoir numéro 50 pour Anaïs. Donne-moi ta main, qui est sorti en 2010. Donc, c'est avec Amy Adams et Matthew Good. C'est l'histoire d'une Américaine qui part en Irlande pour demander son petit ami en mariage. Parce qu'il y a une tradition irlandaise qui dit que la femme, à un moment précis de l'année, dans des années bissextiles, peut demander un homme en mariage et ça lui met toutes les chances de son côté. En gros, on inverse un petit peu les clichés et les tendances. Mais un imprévu l'oblige à traverser le pays avec un aubergiste plutôt grincheux. Et ça, je trouve que ça le définit très bien. Donc c'est un road trip en Irlande. Comment dire que déjà à partir de là, moi, il y avait tous les ingrédients qui feraient que je ne louperais pas ce film. Je suis tombée dessus par hasard également parce que j'avais dû voir le DVD à l'époque. J'ai vu Matthew Good, j'ai vu Irlande, j'ai vu Road Trip et Amour. J'ai même pas réfléchi et j'ai très bien fait. C'est un de mes films préférés dans les comédies romantiques. Avec ma mère, pareil. Celui-ci et Le Témoin amoureux, je les mets dans le même panier. D'où ton devoir obligatoire sur ce film, Ah Anaïs. ouais, bah je vais. De toute façon, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, je vais Ouais. adorer ça. C'est trop bien. Et elle, en plus, elle est plutôt maladroite. Elle tape un peu sur le système de Matthew Good. Lui, de toute façon, il est aigri de fou, tout le fait chier. Donc, forcément, t'as une espèce de petite nénette américaine, tu sais, qui débarque sur ses talons pas possible dans la petite campagne irlandaise. Il se dit, non, mais c'est quoi cette meuf avec ses 12 000 valises et tout? Donc, tout pour que ce genre de fille lui tape sur le système. Donc Enemies to Lovers. Et puis bah on se laisse porter par ce road trip qui est haut en couleurs et porté par les paysages et les lumières de l'Irlande et c'est magnifique. Eh bien, je le rajoute à ma liste. J'en ai des choses à regarder ce week-end, hein. Et pour poursuivre, du coup, on est presque à la fin. On va clôturer les années 2010. On va dire ça comme ça. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque Sex Friends. C'était vraiment la mode des films comme ça. Parce qu'on a eu Sex entre amis avec Justin Timberlake et Mila Kunis, que Oui, que j'ai j'ai moins largement aimé. préféré à Sex Friends pour le coup. Ah non, pas moi. Ah si, moi 1000 fois. Du coup, on avait Sex Friends avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher. Ceux qui ont écouté l'épisode sur nos crushs savent pourquoi j'ai aimé ce film. Oui, bien sûr. Je pense que pareil, le titre résume très bien le film, mais je vais quand même vous expliquer de quoi relève le film. On est sur deux amis qui décident de coucher ensemble sans s'attacher, et évidemment, leur pacte sans sentiment devient de plus en plus difficile à tenir. On est sur des tropes un peu Friends with Benefits, déni amoureux. Moi, j'ai bien aimé ce film, voilà. Bah, moi j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. Après, moi je n'aime pas du tout Ashton Kutcher, donc forcément c'est le rôle principal. Oui. Malheureusement, moi ça me fait l'effet inverse de toi. Moi ça me vend pas du rêve, donc voilà. J'ai pas trouvé le film fabuleux. Après, c'est vrai que pour le coup, j'ai préféré Sex entre amis, mais le sujet n'est pas là. Je te laisse, si tu veux développer encore sur Sex Friends, je te laisse la main. Moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ben, c'était vraiment, je me souviens à cette époque, c'était vraiment le truc un peu tendance, les sex friends. Je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, complètement. Mais pour moi, il cochait un peu toutes les cases des choses qu'on pouvait attendre sur ce genre de film. Mais j'ai pas eu ce petit truc. Je me suis pas laissé porter. C'est sympa, je le reverrai sûrement avec plaisir, mais m'a pas transcendé, hein. Ah, moi, j'aime bien. C'est pas tant pour le côté romantique, mais j'aime bien l'histoire qu'il y a entre les deux persos. Mais j'aime bien aussi tous les trucs autour, en fait. Par exemple, tu vois, genre typiquement quand il lui offre un bouquet de carottes, ça m'a fait beaucoup rire, voilà. Oui, non mais oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que même le final fait pas, enfin voilà, le final il fait très rom-com cliché à 2000%. Mais voilà, moi je suis restée assez extérieure malgré tout. Et pour finir, je te laisse terminer parce qu'il y a ton Oui, mari dedans. oui, il y a mon mari. Et ben bien sûr, Crazy Stupid Love, grand film culte des rom-coms. Steve Carell, mon amoureux, mon mari, ma vie en fait, Ryan Gosling. Et on retrouve encore une fois Emma Stone. Alors c'est étonnant, on n'a pas mis La La Land, mais pour moi je le mets pas dans les rom-coms parce qu'on est sur une comédie musicale, mais bien sûr dans les comédies romantiques. Mais c'est pas une comédie romantique. On pouvait Ouais, pas le c'est un mettre peu des dedans. deux. Enfin, il y a quand même ce côté un peu dramatique, je trouve. Oui, mais ça fait vraiment partie de mes films préférés, La La Land, mais c'est vrai qu'on l'a pas mis dedans parce que y a pas ce côté good vibes Oui. léger des rom-coms comme on l'entend en tout cas avec les codes des années 2000. Mais il y a Donc une on autre actrice aussi dans Crazy Stupid Love qui est archi connue. La femme de Steve, Julianne euh, Moore.
Oui, Julianne Moore, exactement. Oui, mais il y en a plein. Il y a Joey King aussi qui joue dedans. Oui, 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 oui. Et oui, donc on parle de Cal qui, après son divorce, apprend à se reconstruire grâce à un séducteur invétéré. Je vous laisse deviner qui c'est Ryan. Tandis que plusieurs histoires d'amour s'entremêlent autour de lui. Bon, le résumé, il est un petit peu claqué au sol, on va pas se mentir. Mais en gros, c'est ce père de famille qui décide d'aller voir un coach en séduction. Sauf que le coach en séduction va tomber amoureux de la fille de ce père de famille. Oui. Donc là, ça commence un petit peu à compliquer les choses. Il y a des scènes bien sûr cultes comme le fameux porté de Dirty Dancing que font Ryan Gosling et Emma Stone. Dans cette même scène où il enlève son t-shirt et que Emma Stone regarde la bouche ouverte en disant oh, on dirait du Photoshop. Il n'y a pas que Emma qui a ouvert la bouche. Ouais, j'avoue. Mais voilà, très très good vibes. Là, on est plus sur le comique avec de la romance. Bon, de toute façon, dès qu'il y a Steve Carell quelque part, on est souvent dans des trucs plutôt très très comédie, mais très sympa. Ouais, mais tu vois, Crazy Stupid Love, typiquement, c'est un film que j'aurais pu très bien mettre dans les films good vibes que dans les films romantiques. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a Ryan Gosling, il fallait que je le mette quelque part. On va conclure les années 2010 sur Crazy Stupid Love. Ce qui est fascinant, c'est qu'à partir du milieu des années 2010, on sent que la rom-com change complètement de visage. On quitte peu à peu les grandes comédies romantiques cinéma très glossy des années 2000 pour entrer dans une ère beaucoup plus teenage, numérique et codée par les plateformes avec des histoires de fake dating, de lettres secrètes, de textos, de crush sur le frère du meilleur ami ou encore de relations qui naissent à travers les réseaux ou les écrans. L'esthétique va elle aussi changer. On passe des rédactions de magazines new-yorkais et des appartements impossibles à payer à des chambres plus pastel, des couloirs de lycée, des playlists Spotify et des romances qui vivent autant en ligne que dans la vraie vie. Pourtant, malgré ce changement d'époque, les grands fantasmes restent les mêmes. Être choisi, être vu, retrouver la bonne personne au bon moment, ou parfois malheureusement au mauvais. Passons sur les rom-coms un peu plus modernes. Et la première, j'étais obligée de la citer, celle-ci. Ça On m'a en a pas trop parlé. surpris. Non, on sera pas surpris. En plus, on en a parlé, je crois, pas l'épisode dernier, mais l'épisode d'avant. C'est À tous les garçons que j'ai aimés, qui est sorti en 2018, de la fameuse Jenny Han. La grande prêtresse. C'est ça, exactement. Au casting, Lana Condor, qui est Lara Jean. On a Noah Centineo, qui est Peter. À l'époque où le film est sorti, c'est pas encore des acteurs aussi connus qu'aujourd'hui, parce que depuis, ils ont fait leur bout de chemin, on va dire ça comme ça. Il y a 3 films de À tous les garçons que j'ai aimés. Et en gros, le premier, c'est quand les lettres d'amour secrètes de Lara Jean sont envoyées à ses anciens crushs, eh bien, elle improvise une fausse relation pour éviter le chaos avec notre cher Noah Centineo. On est vraiment sur un truc très teenage, on est sur la trope fake dating, premier amour. Je vous cache pas que ça faisait du bien à l'époque, en tout cas, de voir une fille normale. Ouais. En fait, c'est pas un truc Hollywood avec plein de fioritures. On est sur un truc très simple. Même les décors sont simples, etc. Mais comme je disais précédemment, je trouve que c'est dans les scénarios les plus simples qu'il y a les meilleures histoires, en fait. Oui, complètement. J'adore regarder ce film de temps à autre. Alors, c'est pas un film que j'ai beaucoup vu, moi. Je l'ai vu à l'époque où il était sorti. Pareil pour les suivants. Je les ai regardés au fur et à mesure qu'ils sortaient, mais je les ai pas revus depuis. Je serais pas contre l'idée de les revoir. J'avais bien aimé le 1, peut-être un peu moins les suivants. Faudrait que je me Oui, refasse une les petite mise suivants à sont jour. un peu moins bien. Ouais. Le 1 est vraiment bien, la BO est bien du 1. J'allais dire, je me rappelle de la BO du 1. Pour moi, vraiment, c'est la signature de Jenny Han. Elle signe tout le temps des bonnes BO, quoi. Ouais, c'est vrai. On sent qu'elle a été bercée et biberonnée au frère Scott. Voilà. Oui, clairement. Et donc, Et je te ensuite, laisse sur le prochain. oui, on passe à The Kissing Booth. Bah, alors ça, pour le coup, que ce soit toi comme moi, on est tous les deux amoureux de ce film. Donc on retrouve Joey King qui était donc dans Crazy Stupid Love, accompagné du crush, d'un des crushs d'Anaïs, Jacob Le Elordi. Jacob! Le Jacob, bah c'était ses débuts. C'était justement plus ou moins avant qu'il commence à tourner un peu partout. Bah, c'était même Euh, avant Euphoria, non? et Ou avant c'était peut-être la Euphoria. même période? C'était, ça se chevauchait, c'est la même année plus ou moins. Donc c'est l'histoire d'une adolescente qui tombe amoureuse du grand frère de son meilleur ami et qui met en péril une amitié fondée sur des règles très strictes parce que l'histoire c'était tu sors avec qui tu veux mais tu sors pas avec mon frère quoi. Donc problématique, bien sûr, le grand frère étant Jacob Elordi,
Comment résister? Et je confirme, hein, parce que pour la petite anecdote, cette semaine, je suis en train de me refaire tous les Kissing Booth, c'est pas Bah, le même mot, Anis. Tous les Kissing Booth, notamment dans le 1, Jacob Elordi est énormément torse nu. Voilà. oui, bah voilà, c'est comme James Beaufort dans Max Hall, hein. Ils savent, hein. Exactement, on sait. Tu savais que Jacob Elordi veut plus du tout qu'on lui parle de cette trilogie? Il Oui, en a presque mais un tu peu sais que ça me honte. fait penser un peu à Zac Efron qui en avait marre qu'on lui parle de son époque Disney Channel. Je trouve que c'est un peu des gens qui crachent dans la soupe parce que sans ça, ils seraient pas Ouais, là où de ils en fou. sont. Exactement. C'est comme si Robert Pattinson, je pense qu'il en a plein le cul qu'on lui parle de Twilight parce que c'est bon, ça fait 20 ans. Mais bon, en même temps, c'est le tremplin de leur carrière, c'est comme ça, quoi. C'est ça, exactement. C'est à eux, je pense, après, de faire, à eux et à leurs agents, bien sûr, de faire des bons choix de films pour pouvoir sortir de ces personnages-là. Et encore, je pense que Jacob Elordi a pas été, je pense que ça a pas été très compliqué et c'est pas un rôle qui lui a collé à la peau pendant des années, contrairement à Edward Cullen pour Robert Pattinson. Ouais, ou même Zac Efron pour High Voilà. School Musical, hein. Jacob Elordi a vraiment fait des rôles depuis, on l'a plus du Oui, tout vu très dans de la différent. comédie, très très différents. Oui, et puis bon, il a bien percé dans le cinéma quand même, donc voilà. Peut-être Oui, que c'est aussi un ensemble. À l'époque, il était en couple aussi avec Joey King, et je pense que c'est peut-être aussi, ouais, c'est ça, c'est le cumul de tout. C'est peut-être une époque qui, voilà, qui veut pas forcément trop se remémorer. On sait pas comment ça s'est fini entre eux, mais je pense pas très bien de ce que j'ai cru comprendre. Donc bon, un mélange de tout ça. c'est ça. Et on passe au suivant. C'est Holiday qui est sorti en 2020. Au casting, on a Emma Roberts. La nièce de Julia Roberts. Oui, exactement. On a Luc Brassey. Moi, je sais pas, Bresseil, ouais. On peut voir que Netflix aime bien la trop fake dating parce qu'on est encore sur un fake dating. On est sur deux célibataires qui décident de s'accompagner à chaque fête familiale pour éviter la pression sociale sans envisager que cela puisse devenir sérieux. Et il me semble que c'est un peu comédie de Noël quand même, Holiday. Ouais, c'est très comédie de Noël. C'était sorti à l'époque de Noël. J'étais pas du tout emballée à l'idée de voir ce film et j'ai Moi non adoré. plus. Pareil. Je me suis fendu la gueule, mais vraiment, j'ai trouvé ça hyper drôle et j'ai trouvé ça trop bien. Moi aussi. Du coup, là, en voyant le voyant dans notre liste, je me dis que je vais peut-être me le refaire. Voilà. Ouais, allez, un de plus. C'est ça, un plus sur ma liste. Et je pense qu'on peut vite enchaîner en tout cas avec le prochain, parce que je pense qu'on s'attardera un peu plus sur le dernier. Oui, alors Love Again, donc qui est sorti en 2023, avec Priyanka Jonas maintenant, Sam Egan et Céline Dion, bien sûr, en personne. T'en avais déjà parlé dans un des épisodes, donc c'est Oui, l'histoire d'une femme endeuillée qui envoie des messages au numéro de son compagnon disparu sans savoir qu'ils arrivent désormais sur le téléphone d'un autre homme. Voilà. Alors moi, j'avais trouvé ça sympa sans plus. Toi, je sais que t'avais vachement plus aimé, donc ouais, si moi j'avais bien aimé, ouais. tu veux développer un Alors je petit sais peu. pas si c'est Céline Dion ou si c'est l'histoire. Moi, je pense que C'est j'ai pas un film été que convaincue par le duo d'acteurs. le duo, ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, Love Again, bon, BO, full Céline Dion. Oui. Moi, j'avais bien aimé. Je le mettrai pas dans mon top 3 de comédie romantique, mais je me souviens avoir passé en tout cas un bon moment et vraiment, je trouvais que l'histoire changeait un peu de ce qu'on pouvait voir en tout cas en 2020 et quelques. À un Je moment où on trouvais, n'avait plus trop de comédies romantiques, celle-ci est ouais, vraiment, arrivée et elle est arrivée de c'est façon un peu ça. différente, donc c'était plutôt cool, effectivement. Si des producteurs nous écoutent, produisant, il faut en produire là des comédies romantiques. Ouais, et puis des vrais trucs, hein, pas des trucs avec Blake Lively et Justin Baldoni, là, hein, c'est bon. Ouais, par exemple, ou des trucs à contresens et compagnie, quoi. Je vais pas revenir Voilà, là-dessus, mais bon voilà. exemple. Bon exemple. Et c'est moi qui vais faire le dernier, qui vais clôturer ce bal. Oui, parce que c'est toi qui l'as découvert en plus. C'est vrai. Et le dernier, du coup, qui va venir clôturer cette liste, c'est People We Meet on Vacation, avec un casting qui est pas forcément connu, mais qui fait très bien le travail. On a Emily Boder et Tom Blint. Scénario plutôt simple quand même, mais qui fonctionne. Deux amis que tout oppose partent en vacances ensemble chaque été depuis des années, et après une brouille qui les a éloignés, ils tentent de recréer une dernière escapade pour sauver leur amitié et peut-être reconnaître ce qu'ils ressentent vraiment. On est encore sur la trope Friends to Lover, vacances, right person, wrong time. J'ai découvert cette rom-com pas par hasard parce que j'ai lu le bouquin. Je vous cache pas que j'y avais mis de très grandes attentes. Voilà, j'avais mis la Ouais. pression. Je n'ai pas été déçue, voilà.
C'est comme ça que je l'ai très sympa. recommandé à Elvin, il me semble, en disant Elvin, il faut absolument que tu regardes ce film. Ouais, c'est ça. Et je t'ai écouté comme tu vas m'écouter sur ce que je t'ai dit. Et du coup, j'ai pas été déçue du voyage. Bah, là, on se répète parce qu'on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, donc on va faire court. Mais c'est vrai que le constat qu'on a fait avec Anaïs, c'est que on s'est écrit à la fin en mode ah bah voilà, enfin on retrouve nos vibes et nos codes des années 2000, des rom-coms comme on aime. Donc ça coche toutes les cases. Le duo est très bien et on se fait pas chier, c'est parfait. C'est vraiment good vibes La jusqu'à BO la est fin. top. Ouais. Pas parce qu'il y a Taylor Swift, mais il y a plein d'autres chansons. L'actrice, elle est trop mimi, c'est celle qui faisait My Lady Jane. Je me laisse le temps de le revoir parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, du coup, je m'en rappelle beaucoup trop pour l'instant pour le revoir, mais j'ai adoré ce film. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Si vous Ouais, l'avez je pas pense que vu, je serais contente de le regardez-le. revoir aussi, ouais. On va clôturer cet épisode parce que je pense qu'il va durer un certain temps. À la fin, Oui. vous allez avoir des crampes à force de noter tous les films qu'on aura dit dans cet épisode. Ouais, c'est ça. Alors, pour conclure, ce voyage à travers les rom-coms nous rappelle à quel point ces films ont accompagné des générations entières. Derrière leur légèreté apparente, ils ont façonné notre imaginaire amoureux, notre rapport aux grands gestes romantiques, à l'amitié, à la rupture, au timing, et même à ce qu'on pensait être une belle histoire. Qu'on soit plutôt Team Cottage anglais de Noël, librairie à Notting Hill ou encore lycée américain ultra dramatique, il y a toujours une rom-com qui correspond à une période de notre vie. Et c'est peut-être ça, la vraie magie du genre. Nous faire rire, rêver, débattre, tout en nous renvoyant à nos propres souvenirs amoureux et à notre propre culture sentimentale. On espère que cet épisode vous aura donné envie de revoir vos classiques, d'en découvrir d'autres et surtout de vous demander quelle est la rom-com qui a défini votre vision de l'amour. N'oubliez pas de noter notre podcast sur les plateformes de streaming, 5 étoiles, mettez des commentaires. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Ça va dépendre quand est-ce que vous nous écoutez. On se dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!